Donc, en 97, nous retournons en Amazonie. Et là, encore, nous avons fait une très belle expérience. On a retravaillé un peu avec Kestembetsa à Revalo, donc pour approfondir sa biographie, qui est longue. Et puis, on a décidé de retourner à Paoyan et d'aller chez un autre maître chaman de Kestembetsa, dans un petit village beaucoup plus en aval, Santa Rosa de Pirococha. Alors, on revient à Paoyan avec des petits cadeaux pour les familles amies, celles qui nous avaient hébergés, où il y avait cette petite fille au destin, enfin au nom, qui avait reçu un nom d'esprit, et puis notre ami Manuel Mawa, et qui nous accueille. On apporte des photos des voyages de 94, de lui, des membres de sa famille, etc. Et il nous propose de loger dans une petite maison adjacente, une petite hutte à la sienne, où normalement logeait son beau-frère plus jeune, chaman lui aussi, qui l'assistait dans son chamanisme. Et de nous nourrir, sa fille qui vit avec lui, avec son conjoint, proposait de nous préparer des repas. Alors nous acceptons, et là nous entrons dans la famille de ce chaman Mawa. Et en même temps, il organisait avec son beau-frère des nuits chamaniques auxquelles participaient aussi quelques autres chamans de sa famille. Il avait un autre frère, Benjamin, et puis d'autres membres de sa famille. C'était vraiment une famille de chamans. D'ailleurs, le petit chemin de terre qui mène à sa maison, on l'appelle le chemin des Mawa. Et il y en a l'un d'eux même qui habite un tout petit peu tout au bout de la communauté, un peu au début dans la forêt, un peu isolé, où là il peut faire des séances chamaniques un peu plus tranquilles, parce que ces communautés, il y a quand même du bruit. Quand les lanchas, ces bateaux qui font le trafic, passent au large, on entend le bruit de moteur, et même s'il n'y a pas d'électricité toute la journée dans le village, il y a une génératrice qui fournit quelques heures d'électricité. Les gens rechargent un peu des batteries ou ont des petits appareils avec de la musique, donc c'est parfois bruyant. Bref, on s'installe là, et là, on va reprendre des entrevues. On va surtout faire part aussi des résultats, et puis on est dans la famille. Donc c'est la vie de famille. Sa fille est très sympathique aussi. Le gendre, lui, est le chasseur qui approvisionne en viande. On est à une époque, à ce moment-là, c'était une époque de chasse. Mais enfin, il allait faire de la grande chasse, y compris de ce grand animal une sorte de petit orignal, mais enfin je dis petit, mais qui a une dimension et un volume assez considérable, qui va aussi dans l'eau. Et un jour, on apprend qu'il en a tué un. C'est un animal qui peut peser des centaines de kilos, donc il va falloir le transporter,
le DPC, mais c'est une grande nouvelle parce qu'il y aura de l'abondance dans la grande famille, et puis même ils vont pouvoir en revendre un peu à d'autres familles, et de la viande fraîche qu'on peut faire sécher, qu'on peut... Bref. Et là, on va assister vraiment à des grandes nuits chamaniques qui peuvent durer jusque vers 4 heures du matin, avec plusieurs chamans, parfois 2, 3, 4 chamans, une véritable symphonie. Donc on s'installait même, on pouvait apporter une petite moustiquaire, parce qu'il y a quand même des moustiques, ce n'est pas des maisons fermées. Et surtout, moi, je voulais enregistrer tout ça. Et on se serait cru dans une cathédrale avec un concert symphonique, ces mélanges de voix, voix de fausset, voix grave, sifflements, hochets, halètements parfois. Bref, c'était un milieu, une ambiance, et au milieu de la nuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, et des patients qui étaient là, qui venaient avec parfois des enfants ou des bébés, et donc on voyait les chamans qui prenaient de l'ayahuasca, qui avaient leur pipe, qui fumaient, bref. Pour nous, et surtout, on voulait enregistrer des chants pour après les transcrire. On était revenu avec notre assistant de Yarina Kocha, qu'on chargeait dans la journée. Il écoutait ça, il transcrivait, et puis il commençait à traduire. Et après ces séances-là, on pouvait faire des entrevues avec le chaman, lui soumettre les chants qu'il avait chantés ou éventuellement de ses collègues, et puis lui demander d'aider à la traduction, parce que c'est pas le même vocabulaire qu'ils utilisent, un peu comme dans le vocabulaire chamanique inuit. Donc le chaman, lui, saura, il ne se souvenait pas d'avoir chanté ça, parce que ça c'est autre chose, mais il pouvait nous donner le sens que ça avait. Et surtout le deuxième sens, il y a le mot lui-même, mais pourquoi ce mot, ce qu'il veut dire, etc. Donc il y a là encore un travail qui demandera encore sans doute des dépouillements, des analyses beaucoup plus poussées, mais ça nous a permis de cerner, de voir que dans les chants, parfois il invoquait des saints chrétiens, des figures de la Bible, même des villes de la Bible, mélangés à des sites sacrés du territoire amazonien liés à de la mythologie, des figures mythiques, etc. Donc, et qu'ils avaient, à travers les épisodes catholiques qui remontaient quand même maintenant au passé, plusieurs dizaines d'années, et ensuite les épisodes évangélistes, la scolarisation, enfin bref, il se recrée, comme d'ailleurs la plupart des chamanismes connus, recompose avec la réalité à chaque génération et intègre souvent ce qui vient de l'extérieur ou vont chercher des notions extérieures pour renforcer finalement même leur pouvoir et leur audience. Alors, de là, nous sommes allés plus loin, à Santa Rosa de Piracocha, où vivait un autre chaman beaucoup plus isolé, qui vivait avec sa grande famille. Lui aussi avait eu 2 épouses, il me semble qu'il y en a une qui était décédée, mais il y avait les 2 familles. Et puis, il y avait là un de ses frères qui était le responsable de la communauté, qui nous a accueillis, qui nous a installés dans une sorte de hutte ouverte. Donc,
il n'y avait pas de mur. Il y avait les 4 poteaux, le toit. Et puis, nous, on a suspendu notre moustiquaire. Et puis, bon, la nuit tombe vite, puisque le jour est à peu près égal à la nuit. Et il n'y avait pas d'électricité, de choses comme donc, on se couchait à la nuit et puis on se réveillait de bonne heure et souvent même on se réveillait quand un fils de ce chef de la communauté revenait avec sa pirogue, avec la pêche du matin tôt, comme petit déjeuner. Donc il arrivait avec des petits poissons frais, faisait griller, etc. Et c'est ça qu'on consommait. Et parfois, il y avait un poisson un petit peu plus rare, un peu plus charnu. Donc, on dévorait ça. Et puis, commençaient ensuite des visites et des entrevues. Le chaman était intéressant, mais malade. Malade, bon, il se soignait comme il pouvait. Et puis, nous-mêmes, il fallait faire attention, l'eau était polluée facilement. Ces Shipibo acquièrent maintenant un peu de bétail. Les évangélistes les encouragent à devenir éleveurs, agriculteurs, mais ça veut dire qu'on a des bestiaux et qui font leur déjection. Donc les puits sont facilement pollués et on tombe malade facilement. Donc, ou même quand on accepte, on ne peut pas refuser de boire un breuvage qu'ils vous offrent quand vous allez leur rendre visite, mais est-ce que l'eau était... Nous, on faisait bouillir, on était venus avec nos grandes casseroles pour faire bouillir l'eau. Et malgré nos précautions, on a vite des troubles, etc. Bref, on a quand même fait des entrevues intéressantes et on faisait connaissance donc de cet autre grand chaman qui malheureusement n'a pas vécu très longtemps, peut-être encore une année ou deux après notre passage. Et on a quand même pu explorer avec lui également ce domaine des esprits. Il avait lui aussi des liens familiaux avec les esprits. Et nous sommes revenus à Yarinacocha. Et là, on a retravaillé avec Ramirez. Et puis, un peu avec Arevalo, mais qui était toujours très sollicité. Et on a commencé à parler avec lui. Sa biographie progressait, mais il nous a dit, écoutez, si vous voulez vraiment qu'on travaille fort sur ça, il reste encore donc du travail à faire, invitez-moi au Canada pour un mois. Alors, on lui a dit, bien, c'est d'accord, on va organiser ça, on recommuniquera avec toi. Enfin, là, Internet commençait à se développer à Pucallpa, donc lui-même se préparait à faire un centre d'accueil pour recevoir des apprentis chamans et des touristes. Donc, il y avait un début de demande. Il venait de remplacer un chaman amazonien, peut-être brésilien, qui, lui, allait en Europe chaque année à la demande de groupes en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Belgique, en France, où des groupes de gens se constituaient pour éventuellement même défrayer le voyage d'un chaman pour avoir des petites sessions organisées pour eux, moyennant, il me semble qu'à l'époque c'était 30 € par jour, un petit camp, ou inversement être accueilli en Amazonie. Alors, bon,
On a un peu visité le terrain qu'il avait acheté et commencé à préparer en vue de ce petit centre d'accueil où il disait encore que c'est là qu'il ferait son école chamanique pour les jeunes Shipibo. Mais enfin, on sentait que après ce premier voyage en Europe, ses perspectives de développement s'orientaient un peu différemment du premier projet qu'on avait vu, qui était destiné à former des jeunes à un chamanisme moderne. Cette même année, je suis retourné à Nauque pour compléter la collecte, surtout les photocopies des collections originales que Fredrickson avait déposées. J'ai été aussi à Washington aux archives publiques pour essayer d'avoir des copies de bandes. Fredrickson avait utilisé une machine spéciale avec des rouleaux de plastique et puis après des petits disques en plastique souple qui étaient conservés là-bas et là qui sont audibles. Donc les archives les avaient copiés sur des cassettes magnétiques et moi j'arrivais avec un petit appareil à cassette mais numérique, haute définition, et j'ai pu copier donc ce qu'ils avaient comme transcription de ces technologies des années, milieu des années 40. Donc j'ai quand même pu rapporter pour le congrès d'études inuites qui a eu lieu en Écosse, à Aberdeen, des extraits d'enregistrements provenant donc de Fredrickson et qui avaient beaucoup intéressé les quelques aînés qui descendaient de ces chamans évoqués par Rimukserak, donc un de ces grands chamans convertis au christianisme et qui avait confié à Fredrickson énormément de données intéressantes sur sa préparation, sa formation, ses pratiques chamaniques et surtout les autres chamans. Il avait fait une sorte d'inventaire de tous les chamans qu'il avait connus à l'époque. Alors, donc cette année 97, encore une fois très riche, en même temps, il nous fallait donc renouveler nos demandes de subventions, mais ça avait été tellement fructueux que ça n'a pas été trop compliqué. Et penser à des publications et penser à la venue de Arevalo au Canada. En même temps, j'ai été invité à Arctic College. Non, j'ai été invité, oui, à Arctic College, à venir délivrer plusieurs cours. On m'avait demandé si je pouvais préparer un projet à partir d'enquêtes faites auparavant dans le Nunavik sur l'accouchement, les croyances entourant la grossesse, l'accouchement, la naissance. Alors j'avais repris dans mes données du Nunavik un certain nombre de choses et j'avais envoyé copie de ces textes à Suzanne Sammons et dans le fond ça a servi en partie au cours de notre collègue de Terre-Neuve, Jane Briggs, qui a délivré ce cours. Et moi-même, elle me demandait un cours sur cosmologie et chamanisme. Alors j'ai fait aussi un projet détaillé. Donc c'était dans la série que Louis-Jacques, Frédéric et Yarrick avaient
inauguré à l'Arctic College, donc des cours, dont un cours Interviewing Inuit Elders, qui consistait à faire venir, donc Arctic College payait la venue et la rémunération d'aînés, donc choisis selon leurs compétences des différentes régions. Et moi, j'ai eu accès donc à Nutaraluk, donc fils du vieux chaman Alariark, qui fait partie des derniers chamans qui sont connus des Tarkramiout, des gens du nord du Nunavik. Et j'avais sur lui des données originales venant d'Ivuivik quant à sa vocation chamanique. Il avait perdu père et mère très jeune alors qu'il résidait à Ivuivik et avait connu une période de détresse majeure. Il avait pleuré pendant plus d'une semaine, surtout quand il avait su qu'il allait être rapatrié à Kinggate dans une famille apparentée, et une chamane d'Ivuivik s'était occupée de lui, et on m'a raconté là-bas, les aînés, que il avait tellement pleuré, tellement souffert, qu'il avait acquis cette Raumanerk et que cette chamane l'avait guidé pour trouver un premier esprit auxiliaire, et que c'est comme ça que sa vocation était née. Alors c'est intéressant parce que cette information-là, je ne l'ai pas eue du fils d'Alariark. Je l'avais eue dans le milieu local où ça s'était transmis par tradition orale, mais j'étais très content de l'avoir. Et Mario Aopilarju, qui est une personnalité tout à fait remarquable, qui lui a hérité de savoir chamanique sans être de la même génération que Rimukserark ou Alariark. Donc il en a entendu parler dans sa famille, il a assisté sans doute à certaines cures chamaniques, comme beaucoup d'aînés, mais surtout il a la capacité, tout en étant un catholique pratiquant, je l'ai vu à Rankin, à la messe, à l'encommunier tous les matins, mais il parle du chamanisme avec beaucoup de compétences, sans avoir été lui-même initié, à ma connaissance, au chamanisme en tant que tel, ni pratiqué. Il est capable d'en parler et surtout d'évoquer ce qu'il a fait à la demande un peu des étudiants, la possibilité dans le futur d'utiliser le chamanisme pour essayer de solutionner les problèmes liés à la modernité, le suicide des jeunes, les problèmes d'alcool, de drogue, etc., en disant mais il faut des personnalités très fortes, très équilibrées, parce que on abuse facilement des pouvoirs chamaniques. Et donc il mettait en garde. Alors je l'ai pris un peu en aparté plusieurs fois à l'occasion de ce cours, en lui lisant des passages entiers tirés des archives de Rimukserark. Alors il m'écoutait comme fasciné, il me disait « Bernard, tout ça me paraît tellement vrai, mais je suis incapable d'avoir un jugement là-dessus. Il faut être chaman pour pouvoir écrire tout ça. » Et donc j'ai décidé à ce moment-là aussi d'aller à Igloolik avec les manuscrits et de lire tout ça à Iraliork pour voir comment elle, fille de chaman, qui avait été mariée à un chaman, etc., réagirait. Et j'ai eu la chance de rencontrer Paul Roassa, que je connaissais, qui lui-même avait été travesti jusqu'à l'adolescence. Il avait reçu le nom de sa grand-mère, son père l'appelait maman, et qui a été fasciné par les contenus, qui est une personnalité qui avait voulu être prêtre, ministre anglican, chaman, leader politique qu'il avait été,
Et puis à un moment donné, j'avais un peu dérapé et finalement se reconvertissait, reprenait la vie dans sa communauté d'origine, allait chasser, etc., se refaisait un peu une personnalité. Il était ravi et on a travaillé intensément tous les jours pendant 3 semaines, matin et après-midi. Et là, à ma grande surprise, alors Radio York très réceptive, on a enregistré beaucoup de commentaires, même si, bon, il y a des choses qui allaient au-delà de ce qu'elle connaissait. Et j'ai su que, après les entrevues de l'après-midi, mettons en soirée, Paul Roassac retournait en douce chez elle pour continuer à la questionner tellement il était fasciné, intéressé. Il me disait, Bernard, tu as une Bible inuite entre les mains, il faut à tout prix que un jour les Inuits puissent avoir accès à ça pour retrouver certaines valeurs, certains savoirs et certaines compétences. Et donc, ça a été encore là un immense plaisir. Et à la suite de ça, j'ai entendu parler aussi, tout le monde m'a dit là-bas, mais tu sais, il y a à Kangertugapik, Clyde River, un chaman qui a raconté à un reporter de Radio-Canada qu'il avait été marié à une femme esprit quand il était jeune chaman et qu'il avait eu une fille, etc. Tu devrais aller le voir. Alors, tout ça venait en plein dans le sujet. Je ne pouvais pas être mieux préparé et j'ai décidé de tout faire pour aller le voir. Ce que j'ai fait, donc à partir d'Iraloui, et alors ça c'est un autre chapitre avec lui et qui m'a encore rajouté un témoignage direct, c'était un des premiers de la personne elle-même, sur cette alliance et une famille chez les esprits, etc.